update lecture et je vais vous parler enfin des romans que j'ai lus pendant la deuxième quinzaine de mars. Alors, on va commencer tout de suite avec Chanson douce de Leila Slimani, publié aux éditions Folio et qui avait obtenu le prix Goncourt. C'est un roman, pour donner mon avis très rapidement, que j'ai trouvé objectivement très bon, mais que je regrette d'avoir lu et que je ne conseille absolument pas. Je vais m'expliquer. Dans ce roman, on va suivre l'histoire d'une jeune nounou qui va tuer les enfants qu'elle garde en fait lors d'un accès de folie. Ce n'est pas un spoiler puisque c'est littéralement la première phrase du roman. Ça commence par le bébé est mort, il a suffi de quelques secondes, le médecin a assuré qu'il n'a pas souffert. Donc voilà, ça met tout de suite dans l'ambiance du roman, c'est vraiment un coup de poing dès le début. Et j'ai trouvé que de ce côté-là, si le but de l'autrice était de marquer et de traumatiser, c'était très réussi, puisque le fait de savoir dès le début ce qui va se passer rend l'ambiance et la tension encore plus importante. Au contraire d'un roman policier où quand on devine le meurtrier trop tôt, finalement l'intrigue perd de sa saveur, là au contraire j'ai trouvé que ça amplifiait les émotions qu'on ressentait à la lecture de ce roman. Mais pourquoi est-ce que j'ai pas aimé ? Enfin, pas aimé, pourquoi est-ce que je ne le conseille pas et pourquoi je regrette de l'avoir lu ? Parce que sincèrement, moi, ça m'a traumatisée de lire ce roman. C'était tellement violent, insidieusement, puisque pendant tout le roman, il ne se passe rien. Donc au début, on nous explique que le bébé est mort et ensuite, on va faire un retour en arrière, découvrir la vie de ce jeune couple qui ont un enfant, qui découvrent qu'elle est enceinte du deuxième. Et comme elle veut retourner travailler, ils vont engager une nounou que tout le monde leur recommande comme étant absolument géniale. Cette nounou, c'est Louise, une jeune femme de 40 ans, un peu chétive, qui a l'air un peu fragile, presque inoffensive, et qui va très vite se révéler indispensable pour eux, parce qu'en plus de s'occuper des enfants, elle nettoie, elle gère la maison, elle fait le ménage, elle leur prépare à manger, et ils sont juste soulagés d'avoir cette personne dans leur vie, même si parfois ils se rendent compte qu'elle prend un peu trop de place, et ils sont un peu mal à l'aise, ils aimeraient revenir en arrière, et en même temps ils n'osent pas lui dire, et de l'autre côté ils sont aussi bien contents qu'elle leur retire toute cette charge de travail. Donc on va suivre un peu leur vie et la vie de Louise en parallèle. Louise qui a une vie assez misérable, elle n'a pas trop d'argent, elle est divorcée, elle vit dans un quartier un peu pourri et on a du mal à rentrer dans son univers parce que voilà, on a vraiment beaucoup d'éléments extérieurs mais on n'est pas énormément dans sa tête. On se rend compte parfois un peu de ce qu'elle pense, mais c'est pas vraiment un récit raconté de son point de vue où on rentre jamais vraiment complètement dans son point de vue. Et au fur et à mesure du roman, comme nous on sait comment ça va se finir, on sent la tension monter. On sent que Louise, elle commence à être pas très nette, qu'elle est pas... Elle a un problème psychologique, clairement. Alors ça vient peut-être d'une dépression, ça vient peut-être d'une maladie plus importante à la base, mais elle n'est pas bien et à tout moment, elle peut exploser. Et ça a été sur cette famille-là, mais ça aurait pu être sur une autre, ça aurait pu être sur celle d'avant. Et d'ailleurs, j'ai trouvé qu'il y avait un moment qui était assez marquant vers la fin du livre, lorsque un des anciens enfants qu'elle gardait va venir témoigner, puisque les policiers essayent d'avoir des témoignages sur le genre de personne qu'elle était. Il va venir témoigner et quand il va apprendre ce qu'elle a fait, il va ressentir un mélange d'horreur et de soulagement en se disant « ça aurait pu être moi, heureusement c'est tombé sur d'autres enfants ». Et j'ai trouvé que c'était... Enfin moi ça m'a vraiment marqué ce passage-là. Donc voilà, on va suivre tout au long du roman la façon dont Louise va s'immiscer dans leur vie. Et il y a beaucoup de détails très gênants, franchement parfois on a envie de leur dire non, arrêtez, prenez quelqu'un d'autre, arrête de travailler, reste avec tes enfants, mais vraiment ça va pas aller. Mais en même temps forcément de leur point de vue, ils pouvaient pas se douter de la fin horrible qui allait arriver. Mais voilà, c'est un roman qui m'a mis dans un état d'angoisse extrême. Je l'ai lu dans une seule journée parce que j'aurais pas pu traîner un roman comme ça sur plusieurs jours. Il fallait que je le finisse et que je passe à autre chose. Et quand je l'ai fini, c'était vraiment un grand ouf de soulagement et en même temps de m'être dit pourquoi est-ce que j'ai lu ça. C'est un peu pour moi
comme quand on regarde un film d'horreur. Personnellement, je déteste ça puisque je suis très très facilement impressionnable. Des fois, on le regarde et pendant qu'on le regarde, on sait que ça va pas nous faire du bien, on sait que ça va gêner plein de choses dans le futur, on sait qu'on va passer les prochaines nuits horribles, qu'on devrait arrêter et pourtant on le finit. Et quand on le finit, ben, finalement, on n'a pas vraiment cette satisfaction d'avoir outrepassé sa peur puisqu'on sait qu'on va souffrir derrière et on se dit ben, pourquoi j'ai fait ça. Et là, c'est un peu le ressenti que j'ai eu avec ce roman. Objectivement, c'est très bien écrit. Objectivement, ça mérite, selon moi, tout à fait le prix Goncourt. Mais c'était trop traumatisant, en fait. Et pourtant, j'ai pas d'enfant. Donc d'ailleurs, si vous êtes enceinte, si vous avez un petit bébé, si vous avez un enfant qui a une nounou, ne lisez absolument pas ce livre. Mais moi, en tout cas, malheureusement, ça m'a immunisée contre les nounous, les assistantes maternelles. Alors je sais que maintenant on voit que les crèches sont pas bien non plus. Voilà, quand je vois toutes les infos en ce moment, ça me donne juste envie d'être mère au foyer pour toujours parce que c'est trop angoissant d'imaginer qu'on met nos enfants dans les bras de personnes qu'on ne connaît pas ou qu'on a l'impression de connaître et qui peuvent du jour au lendemain euh, faire basculer notre vie. Alors bien sûr c'est extrême, hein, c'est vraiment un cas parmi des millions, mais c'est quand même tiré très vaguement d'une histoire vraie survenue aux États-Unis. Je vais m'arrêter là pour ce roman parce que de trop en parler, ça va trop me rappeler un peu ce que j'ai ressenti et j'ai pas envie de revenir sur ça. Et je vais passer à un autre roman. Il s'agit de La cuisinière de Mary Baskin, publié aux éditions 10-18, dont je vous avais déjà parlé dans mon vlog lecture, je crois. Donc c'est l'histoire de Typhoid Mary, ça se passe dans les années fin du 19e siècle, début du 20e. Mary c'est une jeune Irlandaise, si je me rappelle bien, ouais, qui va débarquer à New York, qui va travailler d'abord comme lingère, qui finalement va s'élever au stade de cuisinière. Donc elle va cuisiner pour des familles nobles. Et finalement petit à petit ils vont se rendre compte que dans toutes les familles où elle passe, les gens tombent malades, parfois il y a des gens qui meurent et qu'en fait elle est porteuse de la typhoïde, mais de manière asymptomatique. Donc elle peut la transmettre à travers la nourriture qu'elle cuisine, mais elle-même n'a pas de symptômes. Et à partir de ce moment-là, ils vont l'enfermer sur une petite île au large de New York, la garder de manière totalement injuste et illégale, hein, puisque finalement, vu qu'elle n'est pas malade, c'est pas juste de l'enfermer, mais ils considèrent que c'est une question de santé publique. Et on va suivre un peu sa vie, le procès qui va être mené pour qu'elle puisse récupérer sa vie, comment les bouleversements que ça va amener, notamment dans sa relation amoureuse, et ensuite, une fois qu'elle va avoir fini sa détention sur cette île, son avocat va obtenir qu'elle ait le droit de sortir, elle va retrouver la vie normale, mais forcément, ce sera plus jamais pareil, puisque déjà, on lui interdit de cuisiner, que forcément son nom est paru dans les journaux, donc les gens sont assez méfiants envers elle. Et voilà, donc toute sa vie a été bouleversée, c'est vraiment un destin assez extraordinaire, mais j'ai pas tellement accroché, parce que voilà, l'histoire me plaisait bien, mais j'ai trouvé que finalement on passait trop de temps sur son histoire d'amour avec ce jeune Allemand qu'elle a rencontré à New York, et c'est une histoire d'amour une histoire d'amour montagne russe, donc avec beaucoup de hauts, beaucoup de bas surtout. Ils se sont jamais mariés, ils vivent en concubinage, il a tendance à boire beaucoup trop, elle laisse passer beaucoup trop de choses. Et c'était vraiment, j'ai l'impression que c'était le point central de l'histoire, alors que c'était pas ce que je voulais lire. Moi j'avais vraiment envie de lire autour du côté scientifique, autour de la maladie, autour de ce qui s'était passé avec ça, peut-être avoir un peu plus d'informations sur comment ils l'ont retrouvé, parce que dès le début, on sait qu'ils l'ont retrouvé, qu'un monsieur a fait des enquêtes et il est remonté jusqu'à elle, mais c'est vraiment dit de manière très très rapide. Et voilà, j'aurais aimé que l'aspect médical et scientifique pour le coup soit un peu plus marqué et moins son histoire d'amour. Et ensuite la deuxième chose, c'est que j'ai trouvé que Marie n'était pas du tout une personne attachante. On devrait ressentir de l'empathie pour elle et pour la situation terrible qu'elle vit, mais ce n'est pas le cas parce que elle a ce côté assez égoïste où à aucun moment, enfin en tout cas pendant une grosse partie du roman, elle refuse de croire que c'est sa faute, elle refuse de croire qu'elle a la typhoïde malgré tout ce que disent les médecins. Elle considère qu'ils disent tous des bêtises, elle sait, et du coup elle a ce côté très très buté où à aucun moment on a l'impression qu'elle a ressenti du remords,
Alors évidemment, c'était pas sa faute, si elle a la typhoïde, si elle le transmet, mais je me dis que quand on se rend compte qu'involontairement on a causé la mort, on devrait ressentir une petite pointe de culpabilité, de tristesse même, et à aucun moment c'est son cas. Elle est vraiment focalisée sur l'injustice que lui fait le monde, ce qui est peut-être un comportement tout à fait humain, mais du coup, moi, ça ne m'a pas aidé à avoir de l'empathie pour elle. Ensuite, je vais continuer avec un premier tome de saga. Il s'agit de Castelletto, tome 1, Chiara, publié par Emma Mars aux éditions Charleston. Alors cette saga est sortie de différentes manières. En fait, les deux premiers tomes étaient sortis sous le nom Castelletto, ça c'était le nom de la saga, avec tome 1 Chiara, tome 2 Nicolas, et ensuite Charleston pour le troisième tome a publié directement en poche en renommant l'histoire. Donc ça s'appelle la trilogie de Venise, et je crois que le tome 1 c'est la Belle de Venise, le tome 2 la fille du Doge, et le tome 3 l'enfant de l'exil ou quelque chose comme ça. Moi j'ai donc le tome 1 en grand format et le tome 2 en petit format que j'avais trouvé chez Nose. Celui-là, je l'avais acheté il y a quasiment 3 ans, donc très contente de l'avoir enfin sorti de ma palle. De quoi ça parle? Dans ce roman, on va se retrouver à Venise au XIVe siècle et on va suivre Chiara, qui est une jeune prostituée qui a, je pense, une vingtaine d'années. Au début, je pensais qu'elle était mineure, mais en fait, non, elle est majeure, qui a toujours vécu dans le quartier des prostituées puisque sa mère en était une, et quand elle est décédée, elle a été plus ou moins élevée par les autres. Et en fait, à cette époque, le gouvernement de Venise va décider, pour éradiquer les maladies et pour améliorer la renommée de Venise, parce que forcément, l'idée qu'il y avait autant de prostituées, c'était pas très bien d'un point de vue touristique, ils vont décider de créer un énorme quartier, le Castelletto, qui est un grand quartier à ciel ouvert dédié à la prostitution. Et donc les prostituées n'auront plus le droit de sortir, n'auront plus le droit de vivre ailleurs. Toutes les transactions devront se passer à cet endroit-là, et en même temps le gouvernement en profite pour se faire un peu d'argent, puisque les prostituées devront louer les appartements dans lesquels elles vivent et travaillent, et donc reverser une partie de leur argent à l'État. Et on va suivre Chiara qui est complètement contre ça. On va suivre sa vie, et en parallèle on va suivre l'histoire de Nicolas, qui est un jeune... Alors, je ne sais pas s'il est prêtre, ou en tout cas il a une fonction dans l'église catholique, donc il a fait vœu de chasteté, et il va rencontrer Chiara et il va tomber amoureux d'elle. J'ai trouvé que c'était un très bon roman. C'était beaucoup mieux que ce à quoi je m'attendais en fait. Quand je l'avais acheté, j'avais été assez emballée, et puis ensuite, plus du tout. C'est pour ça qu'il avait traîné aussi longtemps. Mais j'ai trouvé que le côté historique était hyper bien représenté. On a beaucoup de personnages qui ont réellement existé. Il prend le temps de vraiment se concentrer sur ça. C'est pas une histoire de prostitution, c'est vraiment un roman historique avant tout. Et on a vraiment tout un pan de Venise et de son histoire que je ne connaissais pas, qui nous est présenté. Donc ça a été une très bonne lecture de ce point de vue-là. J'ai bien aimé les personnages. Pour chipoter, j'ai trouvé que le rapprochement entre Chiara et Nicolas était un peu rapide. Enfin, disons qu'on passe d'un mec hyper fermé d'esprit qui l'aperçoit 2 secondes dans la rue et d'un coup il est fou amoureux d'elle, ce qui n'est pas ce que je préfère dans les histoires d'amour, mais néanmoins c'était quand même un très bon roman et j'ai très envie de lire la suite, donc ce sera pour très bientôt. Ensuite, j'ai fait une petite relecture. Il s'agit de Du fond de mon cœur de Jane Austen, publié aux éditions Folio. C'est un recueil de ses lettres, les lettres qu'elle a écrites à 3 de ses nièces, Anna, Caroline et Fanny, avec qui elle a eu une correspondance pendant toute sa vie. Il faut savoir que Jane a écrit énormément de lettres dans sa vie, notamment à sa sœur Cassandra pendant les périodes pendant lesquelles elles étaient séparées, même si ce n'est pas arrivé très très souvent. Et elle écrivait beaucoup, voilà, à ses frères et sœurs, à ses connaissances et notamment à ses nièces. Donc là, c'est plein d'extraits de ces petites lettres, et c'était une très bonne relecture. J'aime beaucoup parce qu'on découvre vraiment Jane dans sa vie de tous les jours. Elle raconte un peu vraiment des toutes petites anecdotes qui sont insignifiantes, mais qui nous donnent un aperçu de ce qu'était sa vie de manière bien plus réaliste que n'importe quelle biographie par exemple. Et donc j'ai beaucoup aimé ça, j'ai aimé la façon dont on suit. Avec certaines de ses nièces, elle va plutôt leur parler d'écriture, parce que ses nièces écrivent aussi, donc elle va donner des conseils.
Et même si on n'a jamais lu ces romans, puisque ce sont des romans qui n'ont pas été publiés, j'ai beaucoup aimé la pertinence des conseils qu'elle donne en disant, ben là, cette partie c'était hyper pertinent, mais là par contre, l'histoire va un peu trop vite, il faudrait que tu approfondisses ça un peu plus. Là, j'ai trouvé que ça c'était super, etc. Et donc ça, c'était vraiment très chouette à lire. Et de l'autre côté, elle va conseiller sa troisième nièce, Fanny, plutôt sur ses histoires d'amour, puisque Fanny, c'est une jeune fille, c'est la jeune fille romantique, en tout cas c'est l'impression que j'en ai eu dans ce roman. Elle tombe amoureuse, mais elle ne sait pas, mais puis après elle n'est plus amoureuse, et puis elle rencontre quelqu'un d'autre. Et voilà, elle est vraiment, c'est vraiment l'éveil de ses sens. Et Jane, ça va être la tante qui joue presque le rôle de grande sœur ici, en lui disant ok, ce jeune homme a l'air génial, je pense que tu pourrais avoir une très belle vie avec lui parce qu'il est intelligent, il est cultivé, il est amoureux de toi et tout, mais si toi tu ne l'aimes pas, s'il te plaît, ne t'engage pas dans une relation sans amour, tu vas finir par en souffrir. Et je trouvais que là encore, elle donnait des conseils très pertinents à sa nièce. Donc c'était une très bonne relecture. Si jamais vous connaissez, je ne l'ai pas là sous la main, les éditions Lorma, ils éditent des petits plis dans lesquels on a la correspondance de plusieurs auteurs. Et ils font ça pour plein d'auteurs différents. Donc vous avez Charlotte Brontë, Mary Shelley, Louisa May Alcott, Jane Austen. Et c'était un petit pli que j'avais pareil depuis 2 ou 3 ans dans ma palle. Et après avoir lu celui-là, j'ai eu envie de le ressortir. Et les deux, alors, se complètent, mais il faut dire que quasiment toutes les lettres dans le petit pli de Lorma que Jane adresse à ses nièces sont dedans. Donc là, pour le coup, c'est complètement un doublon. La différence, c'est que dans l'autre, il y a aussi quelques lettres à Cassandra et à ses frères qui ne sont pas dedans. Donc si vous êtes vraiment super fan, c'est un bon complément d'avoir les deux, mais en soi, 80% de ce qui est dans le Lorma, le bouquin des éditions Lorma, est aussi dedans. Et enfin, on va finir avec ma meilleure lecture du mois de mars. Il s'agit de La vie qu'on m'a choisie de Hélène Marie Wiesmann, publiée aux éditions Faubourg Marigny, dont j'aime toujours beaucoup les dos. Je trouve que c'est vraiment, ils ont fait une collection très très élégante. Ce roman, c'est un des premiers romans publiés par cette maison d'édition. Depuis, ils ont publié 2 autres, des romans de cette autrice notamment. Et clairement, je vais me les acheter parce que j'ai adoré ce roman. Dans ce roman, on est dans les années 30 et on suit une jeune fille qui s'appelle Lily et qui vit dans le manoir de Blackwood, qui n'est jamais sortie vraiment de la petite pièce dans laquelle ses parents l'enferment parce qu'ils lui disent qu'elle fait peur, elle a une difformité physique qui fait que si elle sortait dehors, que les gens la voyaient, ils auraient peur d'elle et quand on a peur, souvent on devient agressif. Donc sa mère justifie cela en disant si tu sortais, il y a beaucoup trop de risques pour toi. Donc elle reste dans cette petite mansarde, loin de tout, loin de la lumière du soleil. Elle grandit sans affection avec des parents qui jamais vont avoir vraiment des mots tendres pour elle. Sa mère notamment est une bigote hyper stricte, hyper autoritaire, sèche, sans cœur. Et un jour, sa mère va la vendre à un cirque. Donc elle a 9 ans et elle se retrouve à faire partie du cirque, notamment pour la catégorie le cirque des horreurs. Et à partir de là, beaucoup de malheurs l'attendent puisque forcément on se moque d'elle. C'est une enfant, elle est quand même assez, on va dire, maltraitée. Alors pas sexuellement, parfois physiquement, mais en tout cas voilà, pas sexuellement, mais elle est maltraitée physiquement et psychologiquement. Mais au milieu de tout ce malheur, il va y avoir quand même des moments de bonheur, des moments de lumière, puisqu'elle va rencontrer un garçon de son âge avec qui elle va se lier d'amitié. Elle va avoir un coup de foudre pour les éléphants, donc, pour lesquels elle a beaucoup d'amour et dont elle adore s'occuper. Et elle va avoir quelques personnes avec qui elle s'entend bien. Et en fait, on va suivre toute sa vie dans ce cirque, en fait, au gré de leurs itinérances. Comment est-ce qu'elle va aussi un peu monter en grade, comment est-ce qu'elle va un peu accéder au bonheur. Et c'est un roman que j'ai trouvé bouleversant, vraiment. C'est un roman assez sombre. Dans l'ensemble, je dirais qu'il est très sombre, avec quelques moments de joie. Mais c'est pas le contraire. C'est vraiment pas un feel good. C'est pas un roman sur la résilience. C'est pas un roman avec une belle morale. C'est un roman triste, mais c'est vraiment beau à lire. J'ai bien aimé l'écriture sans être transcendée non plus.
J'étais plus fascinée par l'histoire que par l'écriture que de l'autrice. Mais voilà, c'était très intéressant déjà de suivre ce milieu du cirque où on se rend compte que les dirigeants finalement voient les animaux et les monstres, parce que c'est comme ça qu'ils appellent tous ces humains qui ont des difformités, comme des tiroirs-caisses et rien de plus. Ils sont là pour leur faire gagner de l'argent et ils n'ont aucune empathie, aucun amour, aucun respect envers ces personnes et ces animaux. C'est déchirant à lire, mais Lily, c'est un personnage qui est hyper attachant, que j'ai adoré, ouais, pour lequel j'ai eu beaucoup d'amour et de tendresse. Et à l'inverse, j'ai détesté certains autres personnages, en commençant par sa mère, qui est l'exemple typique de ces personnes abreuvées de foi et qui sont persuadées d'accomplir la grâce de Dieu ou d'être dans les, comment dire, dans les petits souliers de Dieu, de faire tout ce qu'il faut de manière chrétienne, ou ça aurait pu être n'importe quelle autre religion, mais en tout cas là c'est la religion catholique, mais qui en fait passe à côté de tout ce qui devrait faire les fondements de la religion, donc l'amour de son prochain, la bonté, la bienveillance, la générosité, et qui manque absolument de tout ça. Parce que prier 15 fois par jour, c'est bien gentil, mais quand à côté de ça, tu maltraites ta fille, tu la considères comme un monstre, et tu la vends à un cirque, c'est quand même difficile. Je comprends pas comment tu peux te regarder dans une glace. Et l'autre chose que j'ai pas dit, c'est un roman à double temporalité. Mais là encore, c'est une double temporalité que j'ai beaucoup aimée, puisqu'on sort complètement des romans à double temporalité que je déteste, où on a toujours une histoire dans le passé qui est basée sur un adultère et qui est toujours un peu la même chose. Là, c'était complètement différent. On va être plus ou moins 20 ans plus tard, donc dans les années 50, et on va suivre Julia qui se retrouve à être la seule héritière du manoir et qui va découvrir cette pièce secrète et petit à petit va réussir à refaire surgir l'histoire de Lily et ce qui s'est vraiment passé. Donc un excellent roman que je recommande à tout le monde. Voilà, c'est fini pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. J'ai pas mal de nouvelles vidéos qui sont prévues bientôt. Là, je serai absente pendant quelques jours, donc ça va, je vais pas les sortir tout de suite, mais à partir de début mai, je vais essayer, promis, de reprendre un rythme normal. Comme toujours, merci si vous avez regardé. N'hésitez pas à me laisser un commentaire et on se retrouve bientôt. Salut!